Donc décharge d'adrénaline tout de suite. Et ouais, c'était fou. He remains the most dominant champion in mixed martial arts. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grandes histoires du sport. Aujourd'hui, on poursuit notre rétrospective du Pride en compagnie de notre invité d'honneur, Greg MMA. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert, ou plutôt redécouvert, cette mythique organisation japonaise. De ses débuts jusqu'à son apogée incarné par le choc entre Fedor Emelianenko et Mirko Cro Cop. Mais le Pride nous réserve encore quelques surprises. De ses derniers grands moments de gloire aux scandales qui ont précipité sa chute, sans oublier le fight de notre cher Greg MMA, on se resserre un bol de nostalgie avec en point d'orgue le légendaire Pride 33. Au programme, des chaos, du spectacle et un main event champion contre champion. Plus que jamais, Pride never die. Alors, asseyez-vous confortablement, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le pays du soleil levant, en ce milieu des années 2000. Vous êtes prêts? Let's go! For the United States debut of Pride Fighting Championships. All right, are we ready? Bring it on! Oh my God! Who would have believed it? Oh my! Mixed martial arts like you've never seen before. Tout d'abord, un petit tour par Los Angeles et un mot de notre fidèle sponsor Unibet. Le 18 janvier prochain, un UFC 311 absolument explosif nous attend dans la Cité des Anges. Le main event ultra attendu, le combat pour la prestigieuse ceinture lightweight, sera l'occasion d'une revanche entre Islam Makhachev et Arman Tsarukyan. La cote du champion daguestanais, toujours entraîné par la légende Khabib, et qui reste sur 3 défenses de titre impressionnantes, est proposée à 1,25 sur Unibet. La cote de Tsarukyan est proposée à 3,60, mais l'Arménien sort d'une victoire de prestige sur Charles Oliveira et fera tout pour s'emparer de la ceinture. Le reste de la carte est alléchante, et nous avons sélectionné 2 combats en particulier. Chez les mi-lourds, Jiri Prochazka et Jamal Hill s'affrontent après des semaines de trash talk. La cote du samouraï tchèque est proposée à 1,66, tandis que Hill est proposé à 2,10. Un combat décisif entre 2 anciens champions UFC qui veulent tous les deux se refaire après s'être fait éteindre par Poatan. Enfin, on se penche sur le duel intrigant entre Beneil Dariush et Renato Moicano. Le vétéran Dariush est proposé à 2,55, mais tous les regards seront tournés vers Moicano, proposé à 1,46 et qui doit confirmer après avoir triomphé de notre BSD national. Le Brésilien saura-t-il assumer ce nouveau statut de favori? Sur Unibet, profite d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code BOXING. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Allez, on retourne à Vegas. Lors du dernier épisode, nous nous sommes quittés sur le sacre du Last Emperor. Ce choc entre Fedor Emelianenko et Mirko Cro Cop, Grégory Bouchlaghem l'a vécu comme un fan, devant sa télé. Mais c'était sans savoir que lui aussi allait bientôt pousser les portes de la prestigieuse organisation japonaise. Grâce à une belle victoire au M1 face à Andrei Semenov, Greg tape dans l'œil des organisateurs nippons. Et voilà, il entre dans l'histoire grâce à ce combat. Grégory Bouchlaghem, il vient d'accomplir une performance immense. C'est ainsi qu'il se voit proposer un ticket pour le Pride. Problème, c'est en short notice, dans une catégorie en dessous de celle où il a l'habitude de combattre et surtout, c'est face à un monstre. Paulo Filho, son adversaire, se blesse. C'était le Coréen Dong Yang-sing, je crois. Finalement, il m'appelle, je crois, 10 jours avant. Puis il me dit, avec un français parfait,
Bonjour, monsieur Bouchlaghem. Paolo Filho, est-ce que ça vous dirait dans 10 jours? Moi, j'étais sur mon canapé, là, en train de me détendre. Donc, décharge d'adrénaline tout de suite. Les jambes qui tremblent, et puis je fais... oui. Je savais qui c'était. Hein. Il était 1, 2 ou 3 mondial à l'époque. Ambitieux et déterminé, son sang ne fait qu'un tour. Envoyez-lui n'importe qui. Greg ira se battre au Japon, quoi qu'il arrive. Mais moi j'ai dit banco tout de suite. De toute façon, c'est comme dans cette chanson de Shuriken, Samouraï, qui dit « Même vaincu, je me jetterai dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï. » Donc même si tu sais que tu as un pourcentage infime de vaincre, tu y vas quand même. C'est ton rôle aussi de combattant. À 26 ans, il faut y aller. Maintenant, j'ai 46 ans, donc ça n'a plus rien à voir. Je fais ça pour me mettre un challenge. Mais à l'époque, voilà, je voulais être le meilleur au monde. Je n'ai pas réussi parce que je n'étais pas assez doué, peut-être pas assez travailleur, peut-être pas assez bien encadré. Peu importe, hein, tout un tas d'éléments. Mais en tout cas, j'ai essayé. Donc j'ai dit banco aux Japonais. Pour son baptême du feu, Greg est directement jeté dans la fosse aux requins. Le requin en question, un spécimen du nom de Paolo Filho, le top 3 des middleweight, invaincu en professionnel et sur une série impressionnante de 5 victoires consécutives. Pour autant, notre Français ne se démonte pas. Et j'ai dû perdre, voilà, je sais plus, 8 kilos en 10 jours. Aujourd'hui, ce serait facile, parce qu'il y a les histoires de cutting, mais à l'époque, on n'était pas très au fait de ces choses-là. Moi, j'ai jamais cuté, donc là, j'ai mangé de la salade pendant 8 jours, et j'étais au poids, mais j'étais comme famélique sur le ring, sans énergie, et j'ai fait un combat tout claqué, mais bon. La cravate ensanglantée laisse clairement à désirer. Mais Greg est bien là, prêt à tout donner malgré l'immensité du défi qui se dresse face à lui. Filho is like a red-nosed pit bull. Once he gets in this position, you are never getting him out of it. He is so strong and so compact and so good technically. Eating a series of right hands. Much damage. You're not using much energy in that position. Now he's opening up with a ground and pound. Good. Now he's going to Body lock and the takedown. Nice fighting championships who are appearing in this tournament. Malheureusement, le combat ne se déroule pas exactement comme notre Français l'avait prévu. Malmené durant la totalité des 2 rounds, Greg subit la loi du technicien brésilien. Malgré quelques sursauts d'orgueil, dont sa spéciale pour s'extirper de la pression au sol, il ne parvient jamais à retourner la situation en sa faveur. Sans briller, Greg s'incline à la décision. Paolo Filho advances to the Elite Eight, the second round of the Bushido Welterweight Tournament with the... Sinon, tout ce qui était ferveur et tout, comme je te dis, quand tu combats, tu n'entends pas le public, hein, tu es concentré sur ton job. Puis après, j'étais tellement défoncé, là, j'avais un crâne comme ça, on m'appelait tête d'ampoule pendant 1 semaine ou 2. Pendant le combat, je profite parce que j'aime bien, tu vois. Mais avant-après, j'ai plus trop de souvenirs. La marche était simplement trop haute. Paolo Filho est plus fort, plus expérimenté et plus chargé aussi. Car oui, le dopage au Pride est loin de se résumer à un phénomène isolé. Soi-disant, il y avait une clause, alors j'ai pas lu tout mon contrat, hein. Il y avait une clause comme quoi certains produits auraient été tolérés. Alors, je sais pas si c'est une légende, parce que j'ai pas lu mon contrat, mais au Pride, ouais, c'était un peu free roll sur les produits dopants. Après, ceux qui tenaient ça, c'était des yakuza, hein. Après, tu vas me dire, aux États-Unis, ça doit pas être non plus, c'est pas des vendeurs de glace non plus qui doivent tenir l'UFC, mais bon. UPN's Girls Night Out Tuesday. Families like yours. Decosphere, only by Airway. The show USA Today gives 4 stars. Au milieu des années 2000, le MMA est une discipline à la marge. Elle est peu médiatisée et les contrôles antidopage sont encore très rares, d'autant plus dans une organisation comme le Pride où le show passe avant tout. Le dopage y est alors extrêmement répandu, presque normalisé. Cela a pour effet de créer d'énormes déséquilibres entre les combattants propres et ceux chargés comme des mules. Greg sait de quoi il parle. Bah oui, Paolo Filho, enfin, il était dopé. Andrei Semenov, ça m'étonnerait pas. Au niveau de tes ressentis quand tu combats quelqu'un de potentiellement dopé, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Bah, ce qui est différent, c'est au niveau des saisies surtout. Quand le mec met la main sur toi, tu fais « Oh !» Alors que moi, je suis quand même costaud.
Je suis quand même connu pour ma force, mais il y en a... À cette époque, beaucoup de combattants sont chargés et le cachent à peine. Kevin Randleman en est un bon exemple. Tanké comme un bœuf et puissant comme un gorille, celui qu'on surnomme The Monster ne buvait certainement pas que du lait au petit-déj. Pour se faire une place parmi les meilleurs, il a mis toutes les chances de son côté, quitte à s'arranger avec les règles. Il y avait un problème de dopage, effectivement. Il faisait partie de la Hammer House, donc c'était la maison du marteau. Tous les combattants là-bas étaient chargés comme des mules. Randleman, Mark Coleman, Wes Smith, Phil Baroni. Les mecs, c'était épaules 3D, trapèze, pec énorme, avec tout énorme. Donc, avec un cardio de fou, il n'y avait pas de doute. Ils allaient au même pharmacien. Ça n'empêchait pas d'aimer énormément ses combattants. Boosté comme Bane dans Batman, il obtient son heure de gloire d'un crochet gauche face à Mirko Cro Cop. Randleman qui met KO Cro Cop sur un gauche. C'est le problème des strikers quand ils sont face à un grappleur, c'est qu'ils se disent bon, il va pas me frapper, il va pas faire la folie de me frapper. Eh bah oui. En parlant de Cro Cop, voilà, il s'est pris aussi un KO par Gonzaga. Un high kick en plus, il a goûté à sa propre médecine, c'était à l'UFC. Un KO destructeur, on voit Mirko se démembrer, la jambe sur le côté, là, c'était Berky. Le fléau du dopage gangrène le roster de la Ligue japonaise. Qui a commencé ? Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a entraîné beaucoup d'autres dans sa chute. Après tout, à quoi bon s'entraîner comme un dingue si c'est pour se faire balayer par le premier buffle piqué aux hormones ? Si tout le monde se dope, autant y aller franco. Un cercle vicieux donc, qui fait que la plupart des grandes stars du Pride sont chargées. Ce qui n'est évidemment pas le cas de notre incorruptible Greg. Bah, comme je dis souvent, ça va, je suis français, je n'avais pas besoin de ça pour vivre. Moi, je faisais ça vraiment pour le plaisir, l'amour du sport. Si je gagnais, je devais gagner par mes propres moyens. Quand tu te dopes, c'est comme si tu avais un petit canif en plus dans ta poche. Ouais, bon, pas un grand canif, mais un petit canif quand même. Tac, tac. Ah oui. Depuis le fameux super fight entre Fedor Emelianenko et Mirko Filipovic en 2005, le Pride commence à montrer des premiers signes de faiblesse. Si la popularité de l'organisation nippone à travers le monde n'est plus à prouver, au pays du soleil levant, c'est une autre histoire. La faute à un article publié en 2006 dans le magazine Shukan Gendai qui révèle les liens étroits qui existent entre le Pride et la pègre nippone. Au Japon, la nouvelle fait l'effet d'une bombe, bien qu'elle soit finalement assez prévisible. Historiquement, les Yakuza ont toujours eu la main mise sur le secteur du divertissement. Alors, une activité aussi lucrative que le MMA n'allait certainement pas échapper à leur influence. Selon l'enquête du Shukan Gendai, la mafia aurait aidé financièrement le Pride dès son lancement et jouerait depuis un rôle important dans son fonctionnement. Blanchiment d'argent, corruption, pression, autant de chefs d'accusation qui entachent la réputation du Pride. En réaction, la chaîne Fuji TV, qui jusqu'alors diffusait la plupart des événements, rompt immédiatement ses relations avec l'organisation de MMA. Le reste des sponsors ne tarde pas à suivre, tout comme le public japonais, historiquement très à cheval sur les questions éthiques. Suite à ce scandale, le Pride pose un premier genou à terre. En mal de recettes et boycotté au Japon, l'organisation tente de s'exporter à l'étranger. En octobre 2006, la concurrente de l'UFC organise le Pride 32 directement aux États-Unis. Et quelle meilleure ville pour l'accueillir que le fief de Dana White, la ville du péché, Las Vegas. L'objectif est clair, concurrencer l'UFC directement sur ses terres. Fedor, Mark Coleman, Shogun Rua ou encore Kevin Randleman sont à l'affiche de cette belle soirée. Le public répond présent.
ce qui convainc les dirigeants de revenir dans le Nevada quelques mois plus tard pour ce qui est considéré comme la dernière grande soirée de la mythique ligue japonaise, le Pride 33. Ce show, c'est la quintessence de ce que représente le Pride, un spectacle de tous les instants. On commence par l'ouverture avec le président Takada au centre du ring, histoire d'imposer le respect. Puis, on poursuit avec un trailer aussi épique que les meilleures productions hollywoodiennes, avant de définitivement lancer les hostilités avec la présentation des combattants sur fond de spectacle son et lumière. Frisson garanti. Plus tard dans la soirée, on assiste au premier gros choc. Antonio Rogerio Nogueira face à un inconnu venu du Cameroun, l'homme que l'on nomme Soukudjou. Le premier est une tête bien connue du Pride, à ne pas confondre avec son frère jumeau Antonio Rodrigo Nogueira, sacré plusieurs fois champion. Rogerio n'a pourtant pas à rougir face aux performances de son frangin. Pendant sa carrière, il a décroché quelques jolis trophées à son tableau de chasse, comme Alistair Overeem, Dan Henderson ou encore Kazuchi Sakuraba. En face, c'est un nom bien moins connu du grand public, puisque Soukudjou participe là à son premier combat dans l'organisation nippone. Mais il ne va pas lui falloir longtemps pour marquer les esprits. Bien avant Francis Ngannou, le Cameroun comptait déjà un titan avec de la dynamite dans les poings parmi ses représentants. Soukudjou, en fait, il avait mis coup sur coup 2 KO fantastiques. Il avait mis KO Ricardo Arona. Il avait confirmé en mettant KO Minotaur. C'était un judoka à la base, mais il avait des capacités exceptionnelles pour la boxe. Et il avait choqué le monde en mettant KO Ricardo Arona et Nogueira. Avec ce fantastique KO venu d'ailleurs, passons directement au prochain duel de poids lourd. Alistair Overeem versus Mauricio Shogun Rua. On parlait de dopage. Avec The Demolition Man, on a un sacré client. Vous connaissez sûrement l'Hollandais pour ses performances à l'UFC ou pour ses transformations physiques. À l'époque du Pride, il n'était pas encore disproportionné, mais c'était déjà un redoutable fighter. Donc lui, c'est vraiment c'est un athlète que j'aime beaucoup. Hein. Comme je vous dis, il y en a beaucoup qui sont dopés, mais je les aime quand même. Hein. C'est des tricheurs, mais bon. Après, j'aimais beaucoup son style. Alistair, qui avait combattu Moïse Rimbon aussi, un Français à ses débuts, salut Moïse. Très grand combattant dont beaucoup ont oublié le nom malheureusement. Mais Alistair, connu pour ses guillotines, ses coups de genoux et ses changements corporels. En face, ce n'est nul autre que Mauricio Shogun Rua. Seulement 25 ans, mais déjà un vétéran du Pride. Vainqueur du Grand Prix 2005 des poids moyens, il ne compte qu'une seule défaite dans l'organisation japonaise. Il fera ensuite carrière à l'UFC, où il deviendra champion, défait lors de sa seule défense de titre par un certain John Jones. Mais revenons à ce fameux duel au Pride 33. C'est la deuxième fois que les deux hommes croisent le fer. La première, c'était le Brésilien qui s'était imposé par TKO. Une fois encore, il compte bien donner une leçon à l'impertinent Hollandais. Dès l'entame, on sent qu'Overeem a envie d'en découdre. Il est motivé par la vengeance. Mais c'était sans compter le knockout power de Shogun. Ça, c'était une marque de fabrique de Shogun. Coup de poing sauté comme Fedor. Et là, il l'a pris pleine bouche à Alistair, il a été KO. Il ne reste plus qu'un fight avant le main event tant attendu. Le show bat son plein et le public rugit de plaisir. C'est le 8e combat de la soirée et un seul est allé jusqu'à la décision. Autant dire que les spectateurs en ont pour leur argent. Niveau divertissement, le prochain combattant se pose là. Ce n'est autre que Nick Diaz qui s'apprête à monter sur le ring. Véritable électron libre, le bad boy de Stockton
a combattu dans plusieurs organisations. Mais c'est bien à l'UFC qu'il a bâti sa légende. Soirée exceptionnelle oblige, il intègre pour la première et dernière fois le roster du Pride. Nick, qui est le frère de Nate, qui est plus connu, mais à l'époque, c'était Nick que je connaissais, hein, qui a fait une belle carrière à l'UFC, qui a même fait title shot contre Anderson Silva, donc grosse carrière. Les deux frères Diaz, qui sont connus justement pour leur cardio illimité et leur goût pour la ganja. Vraiment des bad boys, comme on imagine le gangster américain, toujours prompt à faire des signes de gangster que personne connaît. Ça se trouve, ça veut rien dire, mais ça fait stylé. C'était fou. Maître en JGB, autant qu'en coup fourré, Nick Diaz n'a que faire des valeurs martiales japonaises. Il ne respecte rien ni personne, hormis la dure loi de la rue. Face à lui, un caractère diamétralement opposé. Takanori Gomi, c'est la résilience et la discipline japonaise incarnée. Ancien champion des poids légers, il ne compte qu'une seule défaite au Pride et porte sur ses épaules un lourd fardeau. Il doit défendre la réputation de l'organisation japonaise face à un représentant de l'UFC. Ce soir, c'est lui le favori. Dans la première reprise, c'est bien The Fireball Kid qui démarre fort. Il trouve du succès en ground and pound et touche plusieurs fois son adversaire américain. Sur un crochet du droit, il parvient même à sonner le bad boy de Stockton. Ceux qui peuvent se targuer d'avoir fait vaciller un membre de la famille Diaz se comptent sur les doigts d'une main. Mais l'Américain a le menton solide. Il en faut plus pour lui éteindre la lumière. Infatigable, Nick prouve une nouvelle fois sa ténacité en maintenant la pression jusqu'à la fin du round. Exténué, Gomi subit les assauts de son adversaire sans pouvoir riposter. À partir de là, on entre dans le territoire de chasse de Nick Diaz. Quand la fatigue prend le dessus et qu'il ne reste que la hargne, quand son propre sang commence à couler, c'est là qu'il est le plus dangereux. D'une inspiration géniale, le bad boy de Stockton soumet Takanori Gomi. Plus qu'une victoire, c'est une formidable guerre que se sont livrés les deux hommes, pour le plus grand bonheur du public. C'est Aoki qui l'a mis au goût du jour, cette technique, Gogo Plata, un super grappleur japonais. Et puis après, ça s'est popularisé. Hein, il part sur, on l'appelle Gogo Plata parce qu'il part sur une omoplata. En fait, il repasse le tibia devant la gorge. Et après, là, il y a plusieurs variantes. Mais là, il attrape la tête à deux mains et puis le mec s'écrase lui-même. Enfin, il se fait écraser la glotte sur la gorge et sur le tibia. Alors, on voit que Lydia, c'est un petit coquin, il n'a pas lâché la prise tout de suite. Place maintenant au main event du légendaire Pride 33. Wanderlei Silva contre Dan Henderson. Champion contre champion. L'affiche de rêve que tout le monde attend. D'un côté, nous avons The Axe Murderer, le dictateur de la catégorie middleweight. Depuis 2001, personne n'a réussi à lui prendre la ceinture. 6 ans de règne sans partage. Avec son tatouage sur le crâne et sa tête de méchant de James Bond, le Brésilien terrorise tous ses opposants avec sa férocité et ses coups de genoux capables d'endormir un ours. The Axe Murderer, le tueur à la hache. Et lui, c'est lui qui a commencé dans les Vale Tudo, les combats à poings nus. C'était le Némésis, surtout au Japon. Hein. Il a combattu 3 fois Sakuraba, il a battu 3 fois. De l'autre côté, nous avons l'homme qui pourrait devenir le premier champion double catégorie du Pride. Le lutteur au point cataclysmique, Dan Henderson. Si le knockout power avait un visage, ce serait celui de Endo. Sa boxe peu académique compte sur son seul atout, sa puissance. Avec sa célèbre H-bombe, l'Américain a cassé des bouches et secoué des cerveaux par centaines. Il paraît même que les hommes touchés par la H-bombe ont vu un grand flash blanc
avant de perdre connaissance. Alors, il a une boxe 0, très laid, mais très efficace, surtout avec ce qu'on appelle la H-bombe, H comme Anderson. Et il y avait une droite, je crois qu'il s'y tape dans un truc de forain, il casse la bestiole. Et le KO le plus retentissant, bien sûr, c'est contre Michael Bisping. De feinte la jambe gauche, Bisping descend la garde et bam! Et après, il lui fait un coup de poing sauté dans la gorge, marteau. C'était foudroyant, tu vois, les chairs de poule. Ce n'est pas la première fois que les deux guerriers croisent le fer. Déjà en 2000, Wanderlei Silva s'imposait par décision unanime lors du Pride 12. L'heure de la revanche a sonné. Et cette fois, c'est pour unifier les ceintures des welters et des middleweight. Let's go! Henderson, the left. Dans cette première reprise, Endo parvient à canaliser l'activité en striking de son adversaire. Il réussit même à trouver du succès sur quelques échanges. Mais Silva termine très fort. Les forces sont à l'équilibre. La bataille est encore longue. Henderson cherche constamment la brèche pour envoyer sa fameuse H-bombe. Et quand il ne le fait pas, il envoie le champion tatoué au sol pour le malmener. Le deuxième round tourne clairement à l'avantage de l'Américain. Wanderlei Silva est impuissant. Il tente bien de renverser la tendance dans l'ultime reprise, mais on approche de la fin du film. Le méchant ne peut plus gagner. Ce soir, c'est l'avènement du héros. Dan Henderson envoie sa H-bombe en plein dans la mâchoire. KO. Dan Henderson conclut cette soirée de la meilleure des manières. Il est le premier double champion du Pride. Une performance jamais vue dans l'histoire. Même à l'UFC, il faudra attendre 2015 et le double sacre de Conor McGregor pour honorer un champion dans deux catégories simultanément. Sans le savoir, Dan Henderson livre là la dernière grande performance de l'histoire de l'organisation. Le rideau tombe sur le Pride 33 et sur son destin. En mars 2007, Zuffa LLC, la société mère de l'UFC, annonce avoir racheté le Pride. Gangrénée par les scandales et en mauvaise santé financière, l'organisation japonaise n'a plus d'autre choix que de se laisser absorber par son concurrent. Dans ce duel à mort, l'UFC vient de mettre le Pride KO. Ses plus grosses stars font le pont vers l'Eldorado américain, qui détient désormais le monopole sur le MMA mondial. Un seul irréductible ne répond pas à l'appel. Fedor Emelianenko, The Last Emperor, a bien failli rejoindre la reine des organisations. Mais le projet est vite tombé à l'eau. Les méthodes de l'UFC et les valeurs de Dana White n'étaient pas compatibles avec celles du Russe. L'argent est tout pour lui. Il n'a aucun respect pour les combattants, aucun respect pour les êtres humains. Juste l'argent et c'est tout. Il n'y a rien d'humain chez lui et je trouve ça révoltant. L'UFC aura donc réussi à s'imposer comme l'organisation numéro 1 dans le monde, mais n'aura jamais récupéré le plus grand champion de sa principale concurrente. Si le Pride n'existe plus, son esprit continue de vivre à travers les souvenirs des combattants qui ont marqué une génération entière de fans et contribué à bâtir la légende du MMA. Alors, n'oubliez surtout pas, Pride never die. Doesn't take long for the crowd here to get behind Ikuhisa the partner.